Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle ouverture politique au Burundi. Après 2 mois de bras de fer, le Congrès national pour les libertés, deuxième parti le plus représenté à l'Assemblée nationale burundaise, vient d'obtenir l'autorisation officielle de former un groupe parlementaire. La 11e édition du Salon de l'action gouvernementale SAGO a ouvert ses portes ce mercredi 22 juin à Yaoundé au Cameroun. Une rencontre axée autour de la modernisation de l'administration, déterminée dans la stratégie nationale de développement pour la décennie 2020-2030. Et la BGFI Bank fait un pas de plus dans la lutte pour l'intégrité et la stabilité du système économique et financier. La filiale ivoirienne de ce groupe bancaire vient de recevoir la certification AML 30 000, une norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent. Mais tout d'abord, c'est un constat alarmant que la chef de la MINUSCA, mission de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique, a dressé ce mercredi 22 juin devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Valentine Rugwabiza a présenté son premier rapport sur la situation du pays 2 mois après sa prise de fonction à Bangui. Un rapport dans lequel elle se dit inquiète de la situation sécuritaire, avec notamment la persistance des violations du cessez-le-feu par toutes les parties, mais aussi les discours violents visant les leaders politiques, des actes de nature à fragiliser le processus de réconciliation nationale et freiner les efforts entrepris. Selon elle, la publication de 2 rapports d'enquête sur les violations des droits humains est prévue pour le mois de juillet. Le coup d'éclat de l'opposition a payé au Burundi. Après 2 mois de bataille, le Congrès national pour les libertés a reçu le 22 juin l'autorisation officielle de former un groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Rappelons qu'avec ses 32 députés, le CNL est le deuxième parti le plus représenté à la Chambre basse du Parlement burundais. Plus de détails avec Nathalie Mo. C'est une victoire pour le principal parti d'opposition burundais, le Congrès national pour la liberté, le CNL, qui a reçu tard dans la nuit du 22 juin 2022 l'autorisation officielle de se constituer en groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Une décision qui met fin à 2 mois de revendications qui s'étaient jusqu'ici heurté à un refus catégorique du président de la Chambre parlementaire, Gelas Daniel Ndabirare. Désormais, le CNL peut siéger dans des organes législatifs régionaux, l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, l'EALA notamment. Pour ce qui est de l'EALA, par exemple, le traité dispose que les députés proviennent des partis qui siègent à l'Assemblée nationale, mais qui ne sont pas membres d'un exercice. Et nous sommes bel et bien un groupe parlementaire, de par la Constitution et de par même le règlement intérieur. Le CNL d'Agathon Rwasa a obtenu gain de cause après un coup d'éclat inédit. Le 21 juin 2022, le parti d'opposition a boycotté la session parlementaire la plus importante de l'année, celle consacrée au vote du budget 2022-2023. D'autres partis d'opposition avaient soutenu cette initiative du CNL, dénonçant une attitude arrogante et anticonstitutionnelle du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale devrait être le premier à faire respecter la Constitution, à faire respecter les lois, parce que ça fait partie des missions principales de l'Assemblée nationale. Et il devrait donc être le premier, donner le modèle, donner l'exemple. De plus, il devrait normalement se mettre à l'écoute non seulement des députés, mais également du peuple burundais dans son entièreté. Au Burundi, la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale disposent que tout parti représenté par au moins 5 députés et respectant les critères de multi-ethnicité peut former un groupe parlementaire. Le CNL, qui compte 32 députés, est le deuxième parti le plus représenté de la Chambre basse du Parlement burundais après le parti au pouvoir, le Conseil national pour la défense de la démocratie, Force de défense de la démocratie.
Également dans l'actualité en Guinée, le premier grand rassemblement de protestation sous la junte au pouvoir ne se tiendra pas ce jeudi 24 juin à Conakry. Le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, a annoncé le 22 juin la suspension de son appel à manifester. Le collectif dit vouloir observer une trêve d'une semaine, une décision pour donner une chance au dialogue proposé par le chef du gouvernement de transition, Mohamed Beavogui, en poste depuis octobre 2021. Ce dernier a appelé le 20 juin toutes les forces vives de la nation autour de la table du dialogue. Le coup d'envoi de la 11e édition du Salon de l'action gouvernementale SAGO a été donné ce mercredi 22 juin à Yaoundé, au Cameroun. Ce rendez-vous qui se tient jusqu'au 1er juillet est placé sous le thème « Modernisation de l'administration camerounaise » comme levier majeur d'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de développement 2030. Les précisions de Séverin Douqueux. Le 11e salon de l'action gouvernementale a ouvert ses portes ce 22 juin 2022 à Yaoundé au Cameroun. Le rendez-vous vitrine des actions de différents secteurs de l'administration camerounaise mise cette année sur l'incitation d'une dynamique d'action et de participation avec pour corollaire la vulgarisation et la facilitation de la stratégie nationale de développement SND 30 pour un Cameroun davantage tourné vers une logique de résultat. Le SAGO s'est donné pour objectif principal de rehausser l'action des acteurs républicains et de contribuer à inciter en chacun une dynamique citoyenne d'action et de participation parce que nous croyons en un Cameroun plus prospère, uni et solidaire. C'est pourquoi nous nous sommes engagés aux côtés du gouvernement à vulgariser et à faciliter l'appropriation de la stratégie nationale de développement SND 30. Pour les près de 200 administrations publiques et privées qui prennent part à ce salon, il s'agira de créer une symbiose entre elles et les 100 000 visiteurs environ attendus pour leur faire profiter des avancées au sein de leurs structures respectives et surtout se faire connaître et faire valoir leur savoir-faire. Le SAGO nous permet déjà de développer notre notoriété. L'Institut supérieur de management public est la direction de nos différents publics pour les accueillir. Elle est là pour leur donner des formations de haut niveau en management public. Elle est là pour renforcer leurs capacités dans tous les domaines pertinents du management public. Je pense à la comptabilité publique, finance publique, marketing public. Ce salon est pour nous une occasion de présenter au grand public ce que le FECOM fait et entend faire pour mettre en œuvre la mission qui lui est confiée. Ce sera l'occasion pour nous de dire un peu toutes les actions qui sont menées et également les mesures qui sont prises pour assurer une performance toujours accrue de l'organisme. Cette 11e édition, placée sous le thème modernisation de l'administration camerounaise comme levier majeur d'atteinte des objectifs de la SND 30, s'étend sur 10 jours du 22 juin au 1er juillet 2022. Garantir une meilleure transparence des transactions financières, c'est l'une des missions que s'est donnée le groupe bancaire BGFI Banque Côte d'Ivoire. L'organisme a justement reçu le 21 juin la certification AML 30 000. La filiale ivoirienne du groupe bancaire est ainsi devenue la première banque d'Afrique de l'Ouest à recevoir cette distinction de lutte contre le blanchiment d'argent. Le point avec Ange Noménio. BGFI Banque décroche une nouvelle certification pour sa filiale ivoirienne. Le groupe bancaire s'est vu attribuer mardi 21 juin 2022 à Abidjan la certification AML 30 000 qui est une norme internationale de certification dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes. Cette nouvelle distinction vient s'ajouter à celle déjà reçue par la filiale gabonaise en avril 2022. L'obtention de cette certification est une avancée pour notre institution. Nous avons à cœur de maintenir et d'améliorer notre système au-delà de son niveau de maturité actuel, qui permet d'identifier, de traiter, de déclarer les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de criminalité financière sous toutes ses formes.
La certification délivrée par l'organisme indépendant international Cofficert démontre de l'engagement de la banque à garantir une meilleure transparence des transactions financières. Elle vient renforcer la confiance que la banque entretient avec ses clients et des correspondants. Il faut s'attendre désormais à ce que nos correspondants, que nous avons déjà, que nos clients qui sont déjà présents et clients à venir, se rendent compte qu'ils ont en face d'eux et avec eux un établissement vertueux, respectant toute la réglementation et qui donc inspire et aspire toute la confiance nécessaire devant toutes les organisations internationales. BGFI Banque Côte d'Ivoire est la première banque à recevoir cette certification en Côte d'Ivoire et la deuxième du groupe à l'avoir reçue après celle du Gabon et de la RDC. La banque est présente dans 12 pays en Afrique et en Europe. Elle occupe le statut de leader sur son marché en Afrique centrale. Djibouti veut tirer profit de l'ensoleillement dont il bénéficie tout au long de l'année. Les autorités ont ainsi décidé d'assurer la transition énergétique nationale en se tournant vers les énergies renouvelables et notamment l'énergie solaire. Objectif affiché, parvenir à un mix énergétique 100% vert d'ici 2025. Les explications de Philomène Tin. Djibouti envisage de devenir le premier pays africain à l'électricité 100% verte. Le pays est doté d'un immense potentiel en énergie solaire, éolienne, hydraulique, géothermique et de biomasse. Au niveau de l'énergie solaire photovoltaïque, le potentiel solaire technique exploitable est évalué à 200 gigawattheures par jour. L'initiative de Djibouti de s'engager dans le mix énergétique pour avoir une source d'énergie 100% verte est un programme très ambitieux. Mais cependant, je reste assez sceptique par rapport à l'échéance projetée de 2025, quand je pense à la biomasse ou la géothermie qui nécessitent des technologies de très très haut niveau. En 2020, le gouvernement a initié un projet de construction d'un parc éolien d'une capacité de 59 MW. Dans le solaire, la construction d'une centrale de 30 MW a été aussi lancée la même année. Par ailleurs, selon l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, Djibouti disposerait de 500 à 1000 MW de réserve géothermique. Le gouvernement de Djibouti doit s'atteler à mettre à disposition les ressources financières, mais aussi assurer le transfert des technologies, qu'il y ait une appropriation des méthodes, des procédures et des techniques pour garantir la durabilité d'un tel projet. Le gouvernement de Djibouti pourra tirer profit de ce mix énergétique en diversifiant utilement son économie et en considérant que ce mix énergétique constitue un véritable levier de création d'emplois sur toute l'étendue du territoire. L'ambition du gouvernement djiboutien est d'atteindre un mix énergétique 100% vert à l'horizon 2025. Selon l'exécutif, la consommation des ménages augmente d'environ 10% par an. À cet effet, les besoins quotidiens du pays en électricité pourraient être de 500 MW en 2025 et de 1000 MW d'ici à 2030. Après 2 éditions sous restriction, la fête de la musique qui était célébrée ce 21 juin 2022 était plus qu'attendue. Le groupe de rap mythique sénégalais Daraji Family a profité de cette occasion pour assurer une représentation à Brétigny-sur-Orge, en banlieue parisienne. Ce groupe au texte engagé parle de l'Afrique en s'adressant à la jeunesse. Reportage de Mustapha Kanté et Aïssatou Diamanka-Besland. Tché Koulé, c'est la première chanson de leur grand répertoire qu'ils ont scandé sur la scène de Brétigny-sur-Orge. Les Daraji Family ont encore montré leur talent lors de la fête de la musique devant un public venu nombreux pour les écouter. Le groupe mythique de hip-hop sénégalais, composé de 2 acolytes, Nongodi et Fada Freddy, ont transporté le public dans leur voyage à travers leurs pas de danse, mais surtout leurs chansons comme une cadence envoûtante. Ce n'est pas la première fois que les Daraji Family se produisent en France. Yes, on est super contents. Au-delà du fait que c'était l'occasion de fêter la musique, mais c'est aussi pour nous un moment de
communion avec un public tu vois, qui habite dans le 91, comme on m'a dit. Et souvent, on joue plus peut-être à Paris ou dans d'autres horizons. Deux amis de longue date depuis le lycée, c'est au milieu de l'année 1990 que le groupe des Daredi Family s'est formé pour une longévité de plus de 27 ans. Un groupe dont les chansons parlent beaucoup d'Afrique. C'est qu'aujourd'hui, l'Afrique joue un dénominateur commun, non seulement des cultures, mais aussi dans la géopolitique. L'Afrique occupe une place prépondérante et très très importante. Et raison pour laquelle on était venu pour communier et leur dire que, en tant qu'Africains, on est venu pour mélanger les cœurs. De 1998 à 2020, leur production musicale a été riche de 6 albums: Daradi, Halima, Boomerang, School of Life, Foundation et enfin Yamatele. Le rendez-vous est bien sûr donné pour un prochain projet musical qui se prépare en coulisses afin de revenir en force pour leurs fans. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.